Bonsoir, bienvenue à la Libre Antenne, émission spéciale. Vous le savez, des petits problèmes techniques ne nous ont pas permis de diffuser cette émission en direct, mais heureusement, vous pourrez l'apprécier. Donc, désolé pour la gêne de ceux qui ont voulu suivre ce soir. On accueille Jacques Ligné. Bonsoir Jacques. Bonsoir, Monsieur TV. Et ben, voilà Jacques, d'abord toutes nos excuses pour ne pas être en direct. Les gens pourront qui nous tenait à cœur, parce que vous étiez déjà venu en fait, donc pour ceux qui suivent l'émission, lors d'une émission avec Alain Benajam, sur lesquelles vous étiez intervenu sur Skype, une émission sur Jeanne d'Arc, et évidemment, nous aussi, on avait vous n'avez pas de thèse et de ce que vous vouliez nous... On ne parlait pas de la même chose en fait. Alain parlait de Jeanne d'Arc avec, je dirais, un microscope. Il a dit, moi, un tas de petits détails, et moi je prends Jeanne d'Arc comme un élément d'un ensemble, d'un puzzle que j'ai essayé de reconstituer. Et alors évidemment, ça donne pas du tout la même image. Évidemment. Alors vous êtes l'auteur d'un livre, je vais le montrer, c'est Jeanne d'Arcadie. Alors, le nom nous intrigue déjà d'entrée, parce qu'on parle de Jeanne d'Arc, et vous nous dites Jeanne d'Arcadie. Alors pourquoi ce nom Jeanne d'Arcadie? Justement, parce que une raison, mais aussi parce que ça intrigue. C'est volontaire. Mais il n'y a pas que le nom, si vous regardez bien. Ah oui, alors il y a plusieurs choses, oui, parce qu'il y a tout un tas de détails. Alors, j'allais y lire, mais il y a effectivement, alors déjà, vous remarquerez que Jeanne d'Arc, elle porte un vêtement templier, on va dire, sur sa cape. On peut dire ça. Et puis, moi, alors là aussi, ce qui me choque, c'est que je vois une représentation de Stonehenge d'un côté, et de l'autre côté, la pyramide du Louvre. Alors, bon, c'est deux époques en plus qui sont, alors l'une très antérieure à Jeanne d'Arc, et l'autre, pour le coup, très postérieure. Oui, donc, il y a une raison logique à ça, si on veut, dans la mesure où, selon moi, Jeanne n'est qu'un élément dans une suite d'événements ou de savoirs qui datent de très longtemps et qui font encore aujourd'hui l'objet de savoirs cachés. Stonehenge, je vais pas refaire l'histoire de Stonehenge, c'est pas l'objet. Par contre, on peut se demander pourquoi, à notre époque, un certain François Mitterrand a planté une pyramide de verre au Louvre. Ah oui. Tout ça est expliqué dans la mesure où c'est un fil continu entre l'Antiquité et aujourd'hui. Et dans ce fil continu, il y a à un moment donné, il y a Jeanne d'Arc qui est là, et, qui n'arrive pas par hasard, qui est suscité par des gens qui ont la connaissance. Alors, on va recommencer depuis le commencement. Je ne l'ai pas fait exprès, mais savez-vous quel jour on est? On est le 18 mars. Oui. J'avais presque envie de vous dire, de vous inviter à vous mettre debout et à observer une minute de silence. Alors, c'est le jour. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a exactement 700 ans aujourd'hui, peut-être presque à l'heure près, nous étions le 18 mars 1314. Et en ce moment, il y a deux mecs qui étaient en train de griller sur l'île aux Juifs à Paris. C'était Jacques de Molay et Geoffroy de... J'ai oublié son nom. C'est Varognan. D'accord. Donc, ce voilà. sont les deux. Et donc, il y a exactement 700 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, jour pour jour. Jour pour jour, presque heure pour heure. C'est quand même. Sinon, c'est incroyable. Bon. Cela dit, il faut relativiser parce qu'on parlait à l'époque du calendrier julien. Oui. Or, nous sommes aujourd'hui dans le calendrier grégorien. Et en fait, il y a un décalage de 11 jours. Donc, la réalité, si on veut vraiment faire célébrer cet anniversaire, ce triste anniversaire, en fait, il faudrait le faire le 29. Le 29. Voilà. Mais, bon, la coïncidence de cette date. Voilà. Pourquoi je souligne cette histoire de
de calendrier, c'est que ça aussi, ça a une importance dans l'affaire de Jeanne d'Arc. En 2012, on a fêté le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Or, il n'y a aucun document qui montre qu'elle soit née le 6 janvier 1412. Au contraire, il y en a qui montrent qu'elle est née beaucoup plus tôt. Donc, quel serait l'intérêt? Dans ce cas, alors, déjà, ça casse la légende de Déjà, de 15 ans, alors. Ben oui, ce n'est plus une gamine de 17 ans qui arrive à la délivrance d'Orléans, mais Une jeune femme de 20 voilà, j'en ai déjà 21. Et la date du 6 janvier, qui aujourd'hui est notre, ce qu'on appelle l'épiphanie, on fête les rois, etc., elle est reprise dans un autre domaine, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est celui du fameux mystère de Rennes-le-Château, où on a régulièrement une date qui réapparaît, même les chercheurs de trésors font un repas commun le 17 janvier, parce que le 17 janvier, c'est 11 jours après le 6, donc c'est bien la date qui est respectée dans les deux calendriers juliens. Et c'est également le jour de la Sainte Roseline. Ça vous dit rien? Non, ça on en parlera plus tard, parce que, en fait, ce qu'on appelle la Roseline n'est autre que le méridien de Paris. Le premier, voilà, ce méridien qui passe à côté de Rennes-le-Château, à Arques. Tiens, c'est curieux. Il passe à 2 ou 3 arcs hors France d'ailleurs, qui sont tous alignés là. Il passe entre autres aussi à Bourges, qui était au temps des Celtes la capitale de l'Empire gaulois. Il passe non pas à Orléans, mais à Gien et différentes autres petites villes, et il arrive à Paris, où il est marqué dans l'église Saint-Sulpice. La fameuse église Saint-Sulpice, dont on parle dans le roman d'Anne Brown. On l'a tous vu dans le film, l'église Saint-Sulpice. Voilà, et il ne s'arrête pas là, parce qu'il continue. Il passe également sur l'Observatoire de Paris, et il se prolonge au-dessus du carrousel du Louvre. Ça veut dire qu'il passe par la pyramide elle-même? Non, pas par celle-là. Ah non, par le carrousel, c'est l'espèce d'arche en fait qui est dans le. Non. Le carrousel, c'est l'endroit où tournaient les voitures autrefois. C'est-à-dire que c'est l'endroit où aujourd'hui se trouve la 6e pyramide, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Voilà, donc pour il y en a 3 avant. Et il y en a une qui se trouve exactement à l'emplacement du carrousel. Carrousel, autrefois, ça voulait dire la course du soleil, ou char du soleil. Hein? D'accord. Et à cet emplacement, il y a une traversée. On la voit. Et tout ça, c'est parti du même. C'est-à-dire que cette pyramide dont vous parlez, la pyramide inversée, donc c'est aussi Mitterrand qui l'avait fait construire. Oui, absolument. Il a tout fait en même temps. D'accord. Parce que, alors, celle-là, en plus, pour le coup, jamais entendu parler, parce qu'on voit bien les 3 pyramides devant le Louvre. Bon, si vous avez vu le film, si vous avez lu le bouquin de Dan Brown, moi, j'ai vu le David Psychode, à la fin, le gars regarde en dessous, parce que, en dessous le carrousel du Louvre, enfin, à travers la pyramide de verre, parce que dans son hypothèse, c'est là que repose le cercueil de Marie-Madeleine. Voilà. Bon, c'est du roman. J'ai quelque chose un petit peu semblable dans le mien à la fin, mais c'est pas ça l'important. Ce bouquin est à la fois un roman d'aventure et une enquête, je dirais,
pas dire une enquête policière, comme disait... Historique, peut-être. Comme disait... mais une enquête ésotérique, je dirais. Hein. Et donc, ce fameux méridien de Paris, qu'on appelle Roselyne, est un élément qui est extrêmement intriguant en lui-même, puisque c'est quelque chose qui remonte au moins 3 ânes, sinon avant. Or, jusqu'à l'époque de Galilée, énormément de gens pensaient encore que la Terre était plate, que c'était tout le reste qui tournait autour, mais il y avait quand même des gens qui savaient depuis fort longtemps, mais qui tenaient ça comme un secret stratégique, en fait, qui savaient mesurer la Terre. Et pour mesurer la Terre, il faut un point de départ, c'est le méridien 0. De la même manière que pour mesurer le temps, il faut un point de départ, c'est 0. Non pas l'année 0, ça n'existe pas, c'est l'instant 0. Voilà, le T0, on va dire, et voilà, qui est la naissance du Christ. Eh bien, pour mesurer l'espace, il faut également une ligne 0. Comme par hasard, cette ligne 0 passe dans la région de Rennes-le-Château, où serait quelque part sous le Bugarat ou je ne sais où dans le coin un certain trésor, oui, un trésor, un certain caveau qui pourrait abriter peut-être le corps de Christ. Donc on a à la fois une mesure de temps et une mesure d'espace. Parce qu'en plus, pour cette histoire de méridien 0, j'ai entendu en parler qu'au départ, c'était à Paris, puis ensuite les Anglais l'ont mis à Greenwich pour nous voler l'idée. C'est beaucoup plus tardif, c'est beaucoup, voilà. Oui. Et ça ne signifie pas que ce ne soit pas les mêmes, il est simplement déplacé. Parce que, bon, il y a un tas de choses qui font que la Terre tourne, mais les gens tournent avec. À l'époque de Jeanne d'Arc, on ne savait pas que... Enfin, certains savaient peut-être, mais on ne savait pas que l'Amérique existait. On commence à douter aujourd'hui que probablement il y en a qui savaient. Et peut-être les Templiers sont-ils allés exploiter là-bas des mines d'argent. C'est extraordinaire ce que vous me dites, parce que moi j'ai lu un livre là-dessus, qui s'appelle La Clé d'Hiram, de Christophe Charnay et Robert Lemas, et qui absolument affirme ce que vous venez de me dire, qui pense que les Templiers avaient connaissance de l'Amérique, qu'ils en faisaient l'exploitation, et que Christophe Colomb n'a été qu'une espèce de mandaté pour médiatiser de façon, on va dire, officielle. Alors, on reparlera de Christophe Colomb. Qui était lui-même Templier, c'est ce qu'il dit, en tout cas dans le bouquin. Je suis pas sûr. En tout cas, on voit des croix Templiers sur les bateaux de Christophe Colomb à chaque fois. Moi, ça m'a toujours intrigué, une espèce de croix Templiers sur toutes les représentations de Christophe Colomb, on voit des croix Templiers. Oui. Alors, je suis pas sûr que Christophe Colomb ait été Templier. D'ailleurs, il s'appelait même pas Colomb avec MB, mais il signait Colomb, C-L-O-N, comme une colonne, parce qu'on installait des colonnes dans les colonies. En fait, il ne s'appelait pas du tout Colomb. D'accord. Mais c'est un détail. Par contre, il a très bien connu, il est même allé faire une mission de sauvetage dans le port d'Alger pour récupérer une galère qui avait été capturée par des, qu'on appelait les barbares, les barbaresques. Il a été missionné pour ça par un certain René d'Anjou. Encore ce René d'Anjou. Qui, à l'époque, il devait avoir dans les 70 ans, il était toujours grand maître de l'ordre de Cieux. Ouais, ça va donner des traces. Parce que c'est ce qu'il dit dans le livre, il dit justement qu'il traînait dans ces milieux-là. C'est vrai qu'il affirme pas qu'il était lui-même, mais il disait qu'il a été très en contact avec ces milieux-là. Il a été en contact, oui, c'est clair. Oui. Et c'est peut-être pas les Templiers qui sont en première ligne dans ce faire, mais très certainement des initiés de l'ordre de Cieux.
qui était, rappelons-le, au départ, frères jumeaux. Frères jumeaux, voilà. Ce que vous expliquez, que c'est deux ordres jumeaux, hein, l'ordre de Sion et l'ordre voilà, du Temple. Parce qu'ils ont partagé les mêmes 10 premiers grands maîtres, jusqu'en 1188, et du même coup, ils partageaient très certainement les connaissances et les secrets qu'ils avaient pu apprendre en Palestine. En Palestine. Et puis d'ailleurs, vous précisiez que en fait, l'ordre de Sion était un peu la face politique et l'autre la face militaire. Exactement. Oui. Enfin, politique, oui. D'évidence, ça avait des conséquences politiques. Mais en fait, c'était surtout des gens, je dirais, on appellerait ça des scientifiques aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des savants, et le terme englobait aussi bien la médecine, l'astrologie, l'astronomie, l'alchimie, la géodésie, la géographie, tout ça, les mathématiques. C'était des gens... on qualifierait de savant quelqu'un comme Da Vinci, qui, par hasard, est donné également comme grand maître du Temple un siècle après. Alors, il est donné par qui? Il est donné par ce qu'on appelle les dossiers secrets. C'est un ensemble de documents qui a été déposé à la Bibliothèque nationale, je dis bien, oui, avec une référence, je ne sais pas en tête, mais... Et, bon, bien évidemment, ce sont des documents qui sont contestés par les historiens classiques et, je dirais, universitaires. Bon, est-ce que c'est leur boulot de protester des choses contestables sans les examiner? Je ne suis pas sûr. Mais il se trouve qu'effectivement, on a beaucoup parlé de ces dossiers secrets à propos de l'histoire de Rennes-le-Château dont je parlais tout à l'heure. Et à partir du moment où il y a eu une imposture d'un certain Plantard et de Chérizet qui visait à se montrer comme le bénéficiaire, l'héritier de la couronne de France, il y a eu des faux, il y a eu un certain nombre de choses qui ont circulé. Alors, du coup, bien sûr, tous les historiens officiels rejettent en bloc tout ce qui a pu toucher de près ou de loin à cette affaire. Moi, je considère qu'il y a des choses qui ont été dites, qui se sont avérées fausses. Très bien. Mais faut-il pour autant tout protester? Je n'en suis pas sûr, parce que tout bon menteur met toujours de la vérité dans son mensonge. Et toute personne qui veut commettre une imposture se base toujours sur une vérité de départ. Or, ces fameux dossiers secrets qui donnent la liste de tous les grands maîtres de Sion, on appelle nos cogniers, et parmi lesquels on trouve Léonard de Vinci, parmi lesquels on trouve René d'Anjou, et bien d'autres avant et bien d'autres après, même si, en tout dernier lieu, il y a un escroc qui a voulu se faire passer pour le dernier, ça ne concerne que notre époque. Ça n'empiète pas, ça ne dévalorise pas nécessairement les personnages qui se trouvaient avant. Logiquement, donc on peut se baser sur des documents, à une époque, même s'ils sont plus valables à une autre. Et donc, ces documents qui donnent la liste des grands maîtres de Sion, des notonniers, montrent que, à l'époque de Jeanne d'Arc, on avait, je vais vous donner ça tout de suite, si j'en trouve la page, on avait, à l'époque de Jeanne d'Arc, on passe à tout ça mon page, on avait à l'époque de Jeanne d'Arc, voilà, René d'Anjou, René d'Anjou, qui était grand maître de 1418 à 1480,
Longtemps. Ah oui, oui, plus de 60 ans. Et avant René d'Anjou, on avait qui? On avait Nicolas Flamel. Ça vous dit quelque chose, Ah bah Nicolas oui, Flamel? c'est le fameux alchimiste, mais on me a dit qu'on ne sait pas s'il existe ou pas. Oui, non. bien sûr que oui, il existe. Ah, d'accord. Oui, Parce qu'il y en a qui remettent ça en cause. On me dit, ah, Oui, mais on c'est peut remettre une tout en légende, cause, Nicolas Flamel. On peut tout remettre en cause, surtout quand on est ministre d'ailleurs. Il paraît que... Bon, enfin, je passe là-dessus. Non, Nicolas Flamel, il a existé. Alors, est-ce qu'il a eu toute la richesse? Est-ce qu'il a vraiment trouvé la façon de fabriquer de l'or? Bon, là aussi, il y a du romanesque. Mais le personnage, il a existé. Il suffit d'aller à l'église Saint Notre-Dame de la Boucherie pour trouver, je crois, des plaques commémoratives et il y a la maison rue Saint-Jacques. Oui, voilà. Il a habité. Bon, oui. Bien sûr, il a existé. Mais ce n'était pas seulement un écrivain biblique ou un alchimiste, c'était aussi un astrologue. Or, il était donc grand maître de l'automie et de Sion jusqu'en 1418, 1398 à 1418. D'accord? Et quand serait née Jeanne d'Arc? Si on se fie à la légende officielle, ça fait en 1412. Mais si on cherche un petit peu, on s'aperçoit que c'est certainement bien avant, parce que, loin d'être la bergère et la fille de Jeanne d'Arc et Isabelle Romée, elle est aussi, beaucoup plus certainement, la fille adultérine de la reine Isabeau et de son beau-frère, le duc Louis d'Orléans. En 1394, le roi Charles VI est devenu fou. C'est peut-être déjà un peu avant. En tout cas, à partir de là, la reine Isabeau ne fait pas chambre à part, mais carrément domicile à part, puisqu'elle se fait construire un petit hôtel particulier à l'hôtel Barbette, dans le quartier du Marais. Le roi lui-même, de son côté, en a un autre. C'est bien qu'ils touchent plus du tout ensemble. Or, après 1394, la reine, qui est encore une jolie femme et relativement jeune, qui a quand même déjà donné 6 enfants à son mari le roi, dont 3 fils, elle a encore des appétits. Et donc, tout Paris croule sous les libelles qui lui prêtent des amants. C'est ce qu'on disait. Voilà. J'ai envie qu'elle avait de... Alors, en avait-elle beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, certainement, elle en avait au moins un. C'était le duc Louis d'Orléans, qui était le propre frère du roi. Tant qu'à faire des adultères, autant les faire en famille. Et donc, à partir de 1394, il y a encore 2 enfants qui vont naître d'Isabeau de Bavière, et ces 2 enfants ne seront pas du roi. Le premier, on sait qui c'est, puisque elle-même dira lors de la signature du traité de Troyes que c'était le dauphin Charles et qu'il était bâtard. Ce qui justifiait que la couronne passe au roi d'Angleterre. Pas d'Angleterre, voilà. Le fameux Charles VII, voilà. Petit roi de Bourges. Mais Charles VII, enfin, il y a plusieurs Charles VII. Le dauphin est né en 1403, et il se trouve qu'il y a un autre enfant qui est arrivé en 1407. Là, il y a un mystère, parce que il serait, selon certaines chroniques, ce serait un enfant qui se serait appelé Philippe et qui aurait été mort, non pas mort-né, parce que le mort-né, il n'aurait pas été considéré pareil, mais qui n'aurait vécu que très peu. Et donc, il serait mort pratiquement dans la journée. Quand c'est comme ça, à partir du moment où un enfant a vécu, il doit être enterré à Saint-Denis avec les autres. C'est un enfant princier, voilà. Or, on n'a jamais trouvé aucun caveau pour un enfant en bas âge qui se soit appelé Philippe.
Donc on peut penser que les chroniques qui racontent ça sont erronées. Je ne vais pas dire fausses, c'est délicat, mais erronées, c'est sûr. Or, il y a un généalogiste de la famille royale qui, un siècle plus tard, racontera cette histoire en nommant l'enfant Philippe, l'enfant mort, dans une première édition, et dans une seconde édition, il l'appellera plus Philippe, il l'appellera Jeanne. Ça paraît curieux aussi, ça. C'est clair. Alors, on a vu des tas d'exégètes qui disaient « Ah oui, non, mais c'est une faute de... » Il s'est planté. Oui, c'est une faute de l'imprimeur, c'est une coquille. Bon. Moi, je vois bien, mais quand c'est un bouquin qui parle de généalogie des rois de France et que l'imprimeur fait une coquille juste sur le nom de Jeanne dans une série de 5 ou 6 tomes, c'est quand même très curieux. Surtout que faire une coquille dans une seconde édition, c'est quand même plutôt rare. En général, on fait une coquille au premier jet, puis on corrige dans la seconde édition. Là, c'est le contraire. Là, c'est peut-être la coquille, c'était Philippe. Et oui, alors il y a peut-être une autre explication, c'est que l'auteur de cette somme généalogique, on échappe dans l'immédiat, mais vous le trouverez dans le bouquin, est décédé juste après la correction de la seconde édition. Peut-être a-t-il voulu, justement, sachant qu'il allait disparaître, révéler la vérité. En tout cas, il y a un enfant qui est né en 1407. On ne sait pas qui il était. Voilà. Et c'est une coïncidence très curieuse parce que, effectivement, d'un autre côté, on ne connaît pas non plus la date de naissance de Jeanne d'Arc. Donc, on peut se poser des questions. Et surtout, est-ce qu'à l'époque, déjà, quand même, les états civils, non, pas encore l'état civil. Non, il n'y avait pas encore l'état civil. L'état civil, la première bribe d'état civil, c'était l'obligation qui a été faite aux curés des paroisses de tenir le registre des baptêmes. Et ça, c'est à partir du traité de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire François Ier, un siècle après. Ah, d'accord. Donc, à Don Rémy, il n'y a absolument aucun... Et s'il y a, c'est que ça a été interpolé, trafiqué, etc., parce que c'est pas possible. Ça, c'est pour la date de naissance de Jeanne d'Arc. Donc, ce n'est pas 1412, mais beaucoup plus probablement 1407. Il y a un deuxième élément, c'est que quand ce bébé est né, il est possible qu'il ait eu une certaine malformation. J'ai vu que récemment, un auteur a prétendu que Jeanne d'Arc était un homme. Bon, pour moi, c'est pas un homme, mais il est possible que le bébé ait été mal formé sur le plan du sexe. Ça s'appelle de l'intersexualité, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. C'est généralement... on hésite entre, enfin, on peut dire en reproduite, on hésite un petit peu sur l'évolution que va avoir l'enfant, et ça s'arrange généralement avant la puberté. C'est probablement ce qui est arrivé à Jeanne, et c'est aussi ce qui justifie qu'on lui ait fait subir un examen pour bien vérifier qu'elle était une femme. Parce que c'est quand même pas très ordinaire. C'est vrai, hein? Alors ça, c'est donc l'aspect incertitude sur le sexe. Et après, il y a pourquoi est-ce qu'on l'emmène en Norémie? Ben justement, à cause du fait de certaines incertitudes sur le sexe de l'enfant.
ça serait tout à fait logique qu'on ait fait disparaître un prétendu fils normal et qu'on ait caché un enfant qui pouvait être normal. Parce que si on élevait comme des princes officiels les bâtards, hein, que ce soit le dauphin ou que ce soit Jean Dunois, qui était lui aussi fils du duc d'Orléans, mais avec une autre femme, il s'était élevé princièrement, et avec l'éducation qu'il fallait et tout. Mais un enfant qui aurait présenté une malformation, on pouvait penser qu'il pouvait craindre que la populace dise « Ah, c'est le ciel qui les a punis, etc. » Donc on cache. Voilà. Et on cache d'autant plus que 15 jours après la naissance, selon moi, a eu lieu le 10 novembre 1407, le père de cet enfant, Louis d'Orléans, est assassiné en sortant de l'hôtel Barbette. Et comme c'était un des deux prétendants possibles au trône, il y avait Louis d'Orléans et le duc de Bourgogne, qui faisaient tous deux partie du conseil du roi, du conseil de régence exactement, parce que le roi était fou. On peut penser que c'était des rivalités simplement pour le pouvoir. Je pense qu'il y a autre chose derrière, parce que après avoir été assassiné, on lui a coupé la main avec le gant. Le duc oui, on l'a assassiné, on lui a balancé un coup de hache sur la tête, et avec la même hache, on lui a coupé la main avec son gant, sur laquelle il y avait une grosse bague. C'était pas forcément pour la valeur de la bague, juste pour le symbole qu'elle représentait. Cette bague, c'était le sou, c'est ça? C'était probablement ça. C'est dit nulle part. Mais pourquoi a-t-on coupé la main? C'est des petits détails comme ça qui font qu'on se pose des questions. D'autant plus que quelques années plus tard, on arrivera à Orléans, sera visiter les échevins à la mairie, l'évêque à la cathédrale, mais elle ira dans la petite église qui s'appelle Saint-Samson et qui est le siège de l'ordre de Sion. Et en sortant, elle fera envoyer un petit anneau à Jeanne de Laval, qui est la veuve de Duc d'Aquitaine. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi un petit anneau? Qu'est-ce que signifie ce petit anneau? De quelle grosseur il a? Tout ça. Il y a plein de choses qu'on ignore, mais le geste est quand même très étonnant. Pourquoi la première chose qu'elle va faire en entrant dans et la première chose à Saint-Samson, pas à la cathédrale. Après, la première chose qui compte pour elle, c'est bizarre. C'était bon, peut-être je ne sais pas si je détiens la vérité. Je cherche juste des relations entre les choses, et il se trouve que quand on a tué son père 20 ans avant, on lui a coupé la main, laquelle portait un anneau. Bon. Ce père est mort en se défendant, comme il pouvait de ses assaillants. Ses serviteurs ont ramassé son épée. D'accord? Son épée, elle sera remise, je crois,
Jeanne de Laval, dont je parlais tout à l'heure, un temple, La femme de la oui. Et elle est déposée à l'église de Sainte-Catherine de Fierbois. Et c'est, comme par hasard, qui avait appartenu à Du Guesclin, qui était passé au duc d'Orléans, et qui va se retrouver dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois. Et c'est peut-être là que Jeanne va demander qu'on aille chercher. Il est fait gravé de 5 croix, comme sur la voilà, d'accord. Et 5 croix de... Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont objecté que oui, mais le temple était aboli en 1312, c'est-à-dire un siècle avant, en 1429. Oui, c'est ça, qu'il était aboli en France. Et quasiment nulle part ailleurs. Ce qui a eu pour effet que les Templiers de France, qui n'ont pas été capturés et brûlés, parce qu'il y en a quand même eu quelques dizaines, une bonne poignée qui ont été brûlés. Quand il fait, il se sont simplement occultés, exactement comme les francs-maçons ont fait après la guerre. Parce que, bon, tout le monde s'étonne aujourd'hui que les francs-maçons soient très discrets. J'en parle à mon aise, je n'en suis pas, mais j'aurais pu, ça ne me choque pas, dans la mesure où, effectivement, ces gens ont été persécutés et pourchassés exactement comme les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un certain nombre qui sont morts aussi dans les contre-interventions. Donc, qu'ils aient choisi en France, parce que aux États-Unis, on l'expose par exemple, hein, on dit, ah oui, c'est plus discret. Or, ça ne me choque pas qu'effectivement, il reste discret. Eh bien, les Templiers de l'époque ont fait la même chose. On avait condamné leur ordre, mais ils avaient toujours l'esprit qui allait avec. Et puis, donc, parce qu'on nous dit, ça c'est pareil, c'est dans la grande rumeur générale, mais bon, c'est dans certains livres aussi, on dit qu'il y a une partie qui s'est enfuie en Écosse, et que l'Écosse est redevenue le centre un peu de... Ah ben, tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous me faisiez observer tout à l'heure que la Rosine, le méridien de Paris, finalement, avait déménagé en Écosse. Il n'y a pas de ça, parce que l'église de Rosslyn, la chapelle de Rosslyn, la chapelle de Rosslyn, la fameuse chapelle, est typiquement en templière. Oui. Complètement. D'ailleurs, chacune de Rosslyn, dans le livre que je parlais tout à l'heure, est complètement analysée de fond en comble, et qui complètement que c'est templier, que ça n'a rien à voir, c'est pas une église catholique du tout, et c'est vrai que non, le côté de l'église, c'est vrai que c'est presque ésotérique. Alors, ça pose la question, est-ce que les Templiers étaient des catholiques? À mon avis, c'était des catholiques très marginaux. Enfin, c'était des chrétiens. Oui, mais pas des catholiques. Dans la mesure où c'est certainement quelque chose qui a toujours dérangé les papes,